Chers amis résistants, bonjour. En ce vendredi 6 mars 2020, je souhaite avec vous commenter l'actualité de la semaine, avec trois sujets à l'ordre du jour: l'épidémie qui s'annonce, la crise de la démocratie en France et le débat récurrent, permanent et violent entre animalistes et lobby agricole. Le premier sujet me paraît quand même inquiétant, cette épidémie qui s'annonce. Il ne faut la traiter ni avec un surcroît d'angoisse irrationnelle, ni avec le mépris que j'observe chez certains qui considèrent que c'est pas très grave et que finalement on nous amuse avec quelque chose qui n'est pas très important. Ça peut être très important si on passe en grade 3, c'est-à-dire si le gouvernement, pour des raisons économiques et sociales, renonce de contenir l'épidémie et laisse filer la contamination. Le virus qui nous est arrivé de Chine tue. Il tue 1% de ceux qu'il infecte. La grippe, à titre de comparaison, tue une personne sur 1000 qui est malade. Un malade sur 1000 décède de la grippe, un malade sur 100 décède du coronavirus. C'est considérable. D'ailleurs, ces chiffres sont confirmés par ceux que nous avons aujourd'hui, 9 décès à ce jour et à cette heure pour 550 malades en France. Demain, si le gouvernement passe au grade 3, c'est-à-dire abandonne la lutte au niveau du containment du virus et ne ferme pas les écoles, qui sont des bouillons de culture où se propagent les virus, nous allons avoir dans ce pays 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes qui vont être affectées parce que ce virus est particulièrement contagieux. Et cela veut dire qu'il y aura 40 000, 50 000, voire plus de morts provoquées par cette maladie. Alors, l'argent, l'économie, c'est une chose, la vie, c'est beaucoup plus important, et je pense qu'il aurait fallu, en France, prendre des mesures beaucoup plus strictes de protection, notamment cesser tout contact avec la Chine pendant la période épidémique et ne pas continuer à desservir ce pays par des vols qui ont amené le virus, il faut dire ce qui est. Et maintenant, il ne faudrait pas laisser courir l'épidémie car nous allons avoir des milliers de morts. Donc c'est quelque chose qui est préoccupant. Et je vous dis ça en toute objectivité, parce que face à un défi de cette nature, il faut avoir une attitude scientifique. Il ne faut pas, disons, s'affoler plus qu'il ne faut. Il ne faut pas non plus minimiser la portée de la chose. Et notamment, je pense que la France aurait dû faire ce qu'elle ne fait pas. Ce qu'a fait l'Italie, c'est ne pas ouvrir les écoles à l'issue de la période de vacances, parce que les écoles sont par définition des bouillons de culture. Les virus passent beaucoup par les enfants, et même si ce ne sont pas eux qui sont les plus atteints par la morbidité de la maladie, ce sont eux qui seront des vecteurs qui amèneront les microbes un peu partout dans la société. Bon, ce n'est pas la première fois que l'humanité est confrontée à des épidémies. Il y en a eu dans l'histoire. Le Moyen-Âge avec ses épidémies de peste qui ont décimé la moitié de la population européenne, le choléra au XIXe siècle, la grippe espagnole en 1919 qui a fait 20 millions de morts, plus que la Première Guerre mondiale. Donc les virus sont redoutables, vous savez. Et ces virus proviennent évidemment souvent de mutations que favorise la promiscuité que certains entretiennent avec des animaux qu'ils consomment. Notamment c'est le cas de la Chine, où on mélange un peu trop facilement porc, volaille et chauve-souris. C'est comme ça que des virus arrivent à se muter, tout simplement en passant d'une espèce à l'autre. Et c'est pour ça que ce genre d'épidémies apparaissent, comme elles sont apparues aussi en Afrique centrale, avec Ebola et sans doute avec le sida, du fait des consommations notamment de singes. Et d'abord c'est lamentable évidemment de consommer de la faune sauvage, et si au moins cette épidémie pouvait avoir une vertu pédagogique et faire que les populations d'Extrême-Asie cessent de consommer les animaux sauvages comme les chauves-souris ou les pangolins, ça aurait eu au moins quelque chose de positif. Mais de notre côté, au niveau européen, il eût fallu prendre des mesures beaucoup plus strictes au départ. Tant pis pour l'économie. D'ailleurs, je dois dire une chose, si notre gouvernement, qui est un gouvernement libéral, comme je le dis souvent, pense qu'à l'argent,
le fait que la France soit un des pays qui va être les plus infectés bientôt va pas être très favorable pour le tourisme. Les gens vont pas vouloir venir ici dans un pays où il y aura une épidémie plus qu'ailleurs. Donc c'est un mauvais calcul du gouvernement français dans la gestion de cette crise. Autre sujet que je souhaite aborder avec vous, justement, c'est la crise de la démocratie. Quand la Ve République est née, l'objectif des constitutionnalistes, c'était de faire un parlementarisme raisonné et pondéré. Concrètement, ça voulait dire plus de pouvoir pour l'exécutif et moins de prérogatives pour le pouvoir d'assemblée. Il fallait un pouvoir stable. Un pouvoir stable, à la limite, une dictature à vie, il n'y a pas plus stable que cela. Donc la qualité d'un pouvoir, selon moi, c'est pas d'être stable, c'est d'être conforme à la volonté des citoyens. C'est d'être démocratique. Et notre pouvoir l'est de moins en moins. Pourquoi? Parce que le pouvoir est légal. Le président de la République a été élu légalement, à l'issue d'élections parfaitement conformes aux termes de la Constitution, sans qu'il y ait de bourrage d'urnes, sans qu'il y ait de trucage des résultats. Non, il a été élu légalement. Est-il légitime aujourd'hui? Celui qui le dirait serait un petit peu fantaisiste et personne n'oserait le dire parce qu'on sait très bien que le président de la République et sa majorité ont perdu le soutien de 70 à 80% des Français. Néanmoins, il reste en place, il restera en place jusqu'au bout de son mandat, même si 90% le désapprouvaient. Ce que n'auraient pas fait les fondateurs de la Ve République, qui avaient le souci de ne pas confondre légalité et légitimité. Le pouvoir actuel est légal, je m'interroge sur sa légitimité. Voilà. Et ça, c'est deux notions qui sont assez différentes. Et ce qui se passe, et qui est devenu caricatural avec le pouvoir actuel, c'est que les anciens présidents de la République, que ce soit Nicolas Sarkozy à droite, que ce soit François Hollande à gauche, gauche bien pâle, mais gauche quand même, avaient derrière eux des partis politiques qui étaient majoritaires à l'Assemblée nationale, mais partis politiques composés de fortes personnalités. Prenez le Parti socialiste qui soutenait François Hollande dans la précédente présidence, de 2012 à 2017, il y avait une aile droite avec Manuel Valls, il y avait une aile gauche avec Benoît Hamon, Emmanuel Bompard, c'est-à-dire des personnalités, des gens qui pensaient, des gens qui avaient des convictions, des gens qui étaient expérimentés en politique. Depuis 2017, élection de M. Macron, il n'y a plus de parti réel. La République en marche n'est jamais que le parti de M. Macron. C'est-à-dire que les gens qui sont là le sont parce qu'ils avaient la tête du président sur leurs affiches. Et leur seule légitimité, c'est le fait d'avoir le soutien du président et donc le devoir de le soutenir. D'ailleurs, j'entendais, pas plus tard qu'hier, une porte-parole de La République En Marche, députée du Var, une certaine Valérie, j'ai oublié son nom de famille, qu'elle m'en excuse, dire, en parlant de ceux qui quittaient La République En Marche, ils oublient qu'ils doivent tout à M. Macron. Et oui, ils doivent tout à M. Macron, donc finalement, à l'Assemblée nationale, sur 577 députés, vous avez 300 petits soldats de M. Macron qui ne sont pas des politiques, ne sont pas des gens qui étaient dans un parti déterminé, qui étaient de fortes personnalités. Ce sont des gens qui ont été désignés au départ parce qu'ils soutenaient le président. Donc, l'aspect monarchique se trouve accentué de ce fait-là de nos jours. Et la crise qu'il y a dans le pays actuellement, c'est une crise de confiance, c'est une crise d'adhésion. Ça paraît préoccupant. Ça paraît préoccupant. Et vous voyez que les oppositions ne peuvent pas faire grand-chose. Les syndicats sont impuissants à enrayer le rouleau compresseur de la Macronie, qui fait ce qu'elle veut, quelle que soit, par ailleurs, l'opinion des citoyens. Alors, moi, je ne raisonne pas en termes partisans, encore une fois. C'est un constat. Je constate ce divorce entre ce que Charles Maurras s'appelait le pays légal et le pays réel. Je suis loin d'être maurassien, rassurez-vous, mais cette image est bonne. D'un côté, vous avez un pays légal, le président de la République est légalement élu, il est monarque, c'est-à-dire que c'est lui qui prend toutes les décisions. L'Assemblée n'est jamais qu'une chambre d'enregistrement composée de ses troupes. Voilà. Et donc, il n'y a pas de vrai débat. Les corps intermédiaires sont absolument épuisés. Et il n'y a plus de véritable démocratie. Troisième sujet que je veux aborder avec vous, c'est le conflit qu'il y a entre les lobbies agricoles et la protection animale.
Ces jours-ci, en Dordogne, suite à un litige autour d'un abattoir, les syndicats agricoles ont demandé la dissolution, pas moins, hein, la dissolution d'une association de protection animale, lanceur d'alerte, qui s'appelle L214. Voilà, parce que pour ces syndicats agricoles, la L214 est un mouvement terroriste. Or, l'action des animalistes, des antispécistes, des végans, des écologistes, en quoi consiste-t-elle? Est-ce que ce sont des terroristes? On peut se poser la question. Après tout, examinons là aussi objectivement les faits. Oui, 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 L214 utilise des armes. Mais les deux armes qu'utilise L214, ce sont la vérité et la caméra pour prouver la vérité. Voilà les seules armes qu'utilisent les animalistes. Pas de bombes, pas de pistolets, pas de violence, pas d'agression contre les personnes. Non, une caméra pour filmer ce qui se passe dans les abattoirs ou dans des élevages concentrationnaires. La vérité serait-elle à ce point redoutable qu'il faille dissoudre, et pourquoi pas pire encore, ceux qui la promeuvent, ceux qui la défendent? Là, je m'interroge. Je peux comprendre, je peux comprendre que ceux qui ont une idéologie ancestrale, atavique, qui pensent que les animaux sont là pour servir les hommes. Après tout, s'il y a des vaches sur Terre, s'il y a des porcs, s'il y a des poules, c'est pour qu'on les mange, c'est pour qu'on les élève dans des conditions plus ou moins lamentables et qu'on les tue un petit peu n'importe comment. Ils sont là pour ça, ça a toujours été comme ça. Et le seul fait que d'autres hommes osent poser des questions là-dessus, remettre en cause tout ça, ça paraît insupportable pour eux. C'est insupportable, c'est quelque chose qui les agresse psychologiquement. Mais excusez-moi, dans une société pluraliste, il faut accepter d'être bousculé des fois dans ses idées. Ça peut faire du bien de réfléchir un petit peu et d'être confronté à des gens qui pensent différemment. La condition animale aujourd'hui, c'était la condition que l'on réservait autrefois aux ennemis, aux esclaves, aux juifs, aux noirs, etc., qu'on a maltraités, qu'on a méprisés, qu'on a considérés comme des êtres inférieurs. Et les hommes de ce temps-là, quand ils remettaient en cause l'esclavage ou les mauvais traitements, étaient considérés comme des gêneurs, des terroristes, des gens qui étaient décalés, des gens qui étaient dangereux pour la société, pour l'ordre moral. Ils étaient dangereux. Eh bien, c'est ce que font actuellement quelques lobbies agricoles. Alors, tout ça serait folklorique, voyez-vous, parce qu'un syndicat agricole demande la dissolution d'une association qui n'a jamais troublé l'ordre public, mais qui trouble leur petit ordre moral et leur petit confort de conscience assoupie, ce serait pas très grave si l'État n'était pas soumis totalement aux lobbies agricoles comme il l'est. Je me souviens, voyez-vous, quand j'étais jeune étudiant juriste dans une école prestigieuse de la République, à Bordeaux, qu'on m'avait enseigné, mais c'était il y a plus de 30 ans, qu'un syndicat agricole pouvait attraper un commissaire de police dans une manifestation et le peindre en blanc et qu'il ne fallait pas poursuivre, qu'on ne pouvait rien faire. Ouais, on ne pouvait rien faire. Il y a comme ça des privilèges. Et l'autre jour, encore, dit-on, selon la presse locale, le syndicat agricole est venu pour protester contre la fermeture momentanée d'un abattoir, déverser une tonne de lisier et de fumier devant une préfecture de Périgueux, sans qu'il s'en résulte un quelconque procès-verbal. Je me demande si un syndicat étudiant ou même un syndicat ouvrier, tel la CGT ou Sud ou Force ouvrière, en faisait autant, je ne suis pas sûr qu'il bénéficierait d'une telle impunité. J'en suis pas sûr. Et pourtant, que pèse aujourd'hui le monde agricole, sociologiquement, politiquement, démographiquement, dans notre société? Plus rien. Plus rien. D'ailleurs, dans cette affaire de l'abattoir de Périgueux qui a déclenché tout cela, les protecteurs des animaux étaient plus nombreux lors de leurs manifestations pour défendre la cause animale, 120, que les éleveurs, une soixantaine seulement. Mais c'est normal, les éleveurs disparaissent. Et pourquoi disparaissent-ils?
Ce ne sont pas les végans qui les font disparaître, ils ne les mangent pas, ils ne les éliminent pas. Et ce n'est pas parce qu'on consomme moins de viande, nous Européens, que l'élevage va mal. Pas du tout. Parce que l'élevage maintenant vend aux Chinois et vend je ne sais où, dans tout le monde entier. Et donc ce n'est pas la baisse de consommation en France qui explique ça. Non, ce qui explique ça, c'est la politique agricole. C'est le productivisme. C'est la politique suivie par la FNSEA qui fait disparaître le monde agricole. Quand on crée une usine à vaches, où il y a 1000 vaches, combien d'agriculteurs vont disparaître? Quand on crée des usines à veaux, où il y en a des milliers, combien d'agriculteurs vont disparaître, hein? Mais c'est ce qui est en train de se passer. Actuellement, l'agriculture va devenir une industrie, aux mains d'actionnaires, de firmes, et le monde agricole va disparaître. Alors, messieurs les préfets, les ministres, les députés, les sénateurs, cessez de trembler devant ce qui fut autrefois, en effet, la force sociale de ce pays, le monde paysan. Et c'est vrai que la France était peuplée au XVIIIe siècle de 95% de paysans. Et jusque dans les années 50, les paysans étaient majoritaires. Maintenant, ils deviennent minoritaires. Et ils deviennent minoritaires non pas du fait des gens qui remettent en cause les mauvais traitements envers les animaux, ils deviennent minoritaires parce que la politique d'industrialisation, de concentration de l'agriculture est la véritable coupable de cette mort de l'agriculture. C'est ça qui est tout à fait paradoxal dans cette affaire, voyez. Bon, écoutez, c'était mes 3 sujets du jour. Portez-vous bien, prenez des précautions, essayez d'échapper à ce méchant virus parce qu'il met quand même des vies en danger. Et cherchez à ne pas être vecteur de la maladie. Vous pourriez tuer grand-père ou grand-mère. Et ça, c'est pas une bonne chose. Allez, mes amis résistants, à la semaine prochaine si vous le voulez bien.